Tout a commencé par un balayage de routine du ciel nocturne. Juste un autre scan par le télescope Atlas, explorant l'immensité à la recherche de nouveaux objets. Rien de nouveau, rien de pressant. Et pourtant, le 1er juillet 2025, quelque chose d'inattendu est apparu. Au début, cela ressemblait à un point lumineux et glacé se déchirant, une comète traversant le noir. Mais elle se déplaçait trop vite, beaucoup trop vite. Elle suivait une trajectoire hyperbolique, ce qui indique qu'elle ne tournait pas simplement autour de notre système solaire. Elle venait des confins les plus lointains de l'espace interstellaire, sans intention de retour. Cela seul aurait dû en faire la une de toutes les publications sur Terre. Mais autre chose s'est produit, quelque chose pour lequel nous n'étions pas préparés. Lorsque le télescope spatial James Webb a tourné ses yeux froids et dorés vers l'objet, il a fait plus que prendre des photos ou des courbes de réflectivité. Il a entendu quelque chose. Pas un son, mais un signal. Un murmure chimique gravé dans la vapeur et la lumière, transporté par du dioxyde de carbone atomique et du nickel, caché dans des ratios qui ne correspondaient pas et ponctué de fréquences qui semblaient inconçues, pas naturelles. Ce signal, une fois décodé, ne parlait pas seulement de l'endroit d'où cet objet provenait. Il donnait des indices sur la raison de sa présence ici. Pire encore, il semblait peut-être nous attendre. Lorsque 3I Atlas est apparu pour la première fois sur les télescopes, les astronomes du monde entier ont immédiatement reconnu qu'il vivait quelque chose de nouveau. À plus de 137 000 mph, il n'était pas seulement rapide, il était libre. Un visiteur venant d'au-delà du puits gravitationnel du système solaire. Cela en faisait le troisième objet interstellaire connu que l'humanité ait jamais vu, après Oumuamua en 2017 et la comète Borisov en 2019. Mais même parmi ces anomalies rares, 3I Atlas se distinguait comme une lame parmi les pierres. Il ne s'effondrait pas et n'agissait pas de manière erratique comme Oumuamua ou Borisov, une comète glacée typique. Au contraire, il se déplaçait avec une stabilité troublante, comme une sonde glissant sur une piste invisible. La queue ne se diffusait pas normalement. Sa coma semblait plus dense et plus concentrée. Et puis vint sa trajectoire. Elle ne se contentait pas de frôler les planètes extérieures. Elle pénétrait dans le système solaire intérieur, traçant un chemin qui la mettait en danger de s'approcher trop près de Mars, Vénus et Jupiter. Et le timing, il était trop parfait, trop symétrique. Comme si l'objet ne dérivait pas simplement dans l'espace, mais naviguait. Les analystes de la NASA ont rejeté l'idée d'une intentionnalité, soulignant la nature erratique des trajectoires d'assistance gravitationnelle. Mais les mathématiques ne mentaient pas. Pour qu'un objet passe près de 3 grandes planètes avec une telle précision par hasard, la probabilité était estimée à 0,005%. C'est moins d'une chance sur 20 000. Et pourtant, il était là, filant l'aiguille gravitationnelle avec la précision d'un vaisseau spatial. Quoi qu'il soit, il ne se comportait pas comme un rocher. Le télescope spatial James Webb, en orbite à 1 million de miles de la planète, au point de Lagrange L2, est l'œil le plus sensible sur le cosmos profond, destiné à explorer les premiers instants après le Big Bang. Il n'est pas généralement concentré sur les comètes proches de la Terre, mais 3I Atlas exigeait de l'attention. Alors que Webb alignait ses instruments sur l'objet, la communauté astronomique fut choquée par ce qu'il découvrit. Oui, la comète relâchait des gaz, mais pas dans les proportions attendues. Habituellement, une comète libère principalement de la vapeur d'eau, contenant de moindres quantités de dioxyde de carbone et des traces de volatiles. Mais 3I Atlas défiait complètement ce modèle. Elle relâchait 8 fois plus de dioxyde de carbone que d'eau. Cela serait étrange même dans la ceinture de Kuiper extérieure. Cependant, c'était une comète extrasolaire. Où s'était-elle formée? Quel type de pouponnière stellaire pouvait créer un tel déséquilibre? Les quantités de dioxyde de carbone s'échappant de sa surface, 129 kHz, suggéraient un environnement non seulement différent du nôtre, mais incomparable. Et bien que la production d'eau ne soit que de 16 kg, c'était la nature de cette eau, sa signature isotopique, qui soulevait davantage de questions. Elle ne correspondait pas à la Terre. Elle ne correspondait pas à la Lune. Elle ne correspondait même pas aux réservoirs d'eau emprisonnés dans les lunes glacées de Saturne et Jupiter. Elle était étrangère, ancienne, comme si elle provenait d'un nuage moléculaire intact par les processus qui ont donné sa forme à notre système solaire. Et puis, il y avait le silence. Les détecteurs de Webb ont identifié des motifs dans les émissions infrarouges et des modulations qui semblaient moins des variations naturelles et plus un encodage structuré intégré, pas dans les ondes radio,
mais dans la chaleur, comme si l'objet utilisait la lumière comme langage. Pour cela, le monde n'était pas préparé. L'hypothèse fut rejetée comme une spéculation folle, mais les données refusaient d'être ignorées. Alors que les astronomes du monde entier peinaient à interpréter les découvertes de Webb, le Very Large Telescope au Chili a commencé à capturer ses propres spectres à haute résolution de l'objet. Les résultats révélèrent quelque chose d'extrêmement troublant. À mesure que 3I Atlas s'approchait du Soleil et commençait à chauffer, sa surface a commencé à relâcher du nickel atomique, un composant rare mais non inconnu des comètes. Ce qui était inédit, cependant, était l'absence totale de fer. Le nickel et le fer dans chaque comète connue existent en tandem, forgés ensemble dans les agonies des supernovae. Ils sont des reliques jumelles de l'alchimie stellaire. Lorsqu'ils sont chauffés, ils se combinent pour se vaporiser, entraînant des lignes spectrales qui se manifestent constamment par paires. Cependant, pas cette fois. 3I Atlas émettait du nickel pur et aucun fer. Les implications étaient stupéfiantes. Le fer avait-il été épuisé d'une manière ou d'une autre au cours de milliards d'années de voyage à travers l'espace interstellaire? N'avait-il jamais été présent ou était-il initialement lié à une structure moléculaire exotique imperméable à la sublimation? Plus déroutant encore était la séquence des émissions. Le nickel apparaissait avant le cyanure. Traditionnellement, le cyanure se dégage plus tôt dans le processus de chauffage, mais 3I Atlas inversait la chronologie, comme si sa structure suivait une logique thermique alternative, non régie par la physique connue. Soudain, certains astronomes commencèrent à murmurer à propos d'alliages métalliques, de matériaux non trouvés dans la nature, des lattices conçues, voire des blindages. Regardions-nous une comète, ou la coquille calcinée de quelque chose d'autre. Puis vint le moment qui transforma la spéculation en panique. En utilisant les données des instruments terrestres et de Webb, un groupe d'astrophysiciens théoriques a reconstruit l'ensemble du spectre de sortie de 3I Atlas pendant son périhélie, sa trajectoire la plus proche du Soleil. Lorsqu'ils ont transposé les courbes d'émission variant dans le temps, ils ont découvert quelque chose que personne n'avait imaginé, des intervalles d'harmonie. Les données n'étaient pas aléatoires. Elles changeaient, se répétaient et pulsaient à des fréquences dans des ratios mathématiques précis. Le genre que l'on attendrait d'une transmission. Pas un signal envoyé délibérément par des ondes radio, mais un message codé dans la chaleur, dans la chimie, dans la lumière elle-même. Un physicien parla d'un réseau de modulation thermochimique. On l'appelait plus communément une comète chantant un code, mais elle ne diffusait pas dans toutes les directions. L'orientation des émissions indiquait un axe focalisé qui tournait et se réorientait tout au long de son voyage, parfois pointant vers Mars, parfois vers Vénus, et à une occasion glaçante directement vers la Terre. Les impulsions ne correspondaient à aucune source cosmique connue, aucun rythme de pulsar, aucune courbe de désintégration radioactive. Elles semblaient suivre des algorithmes, presque comme des clés de chiffrement transmises. Les données utilisées pour entraîner les modèles d'IA ne les classifiaient pas comme du bruit. Elles étaient catégorisées comme un langage, mais pas conçues pour nous, pas pour la biologie. Les fréquences de modulation s'alignaient plus étroitement avec des motifs d'interférence quantique qu'avec quoi que ce soit que les cerveaux humains pourraient analyser. Comme si le message semblait destiné aux machines. 3I Atlas n'était pas juste venu pour être vu. Il était venu pour parler, mais pas à nous. Alors que les physiciens et les astronomes peinaient à décoder la modulation intégrée dans les émissions de 3I Atlas, une anomalie totalement inattendue est apparue, sans aucun rapport avec les télescopes ou l'analyse spectrale. Des hôpitaux dans divers endroits, y compris des parties de la Norvège, du Chili et de l'Australie, ont commencé à signaler une soudaine escalade de symptômes neurologiques chez les patients présentant des niveaux plus élevés de sensibilité électromagnétique. Ce n'étaient pas des événements psychogènes de masse. Les scans EEG montrèrent des changements en temps réel dans les motifs d'ondes cérébrales, en particulier dans l'hippocampe et la glande pinéale, reflétant une impulsion rythmique distincte qui, à la surprise des neurologues, correspondait aux mêmes harmoniques émises par 3I Atlas. Les patients décrivaient des rêves vifs, dont beaucoup incluaient des motifs géométriques détaillés et répétitifs, des glyphes circulaires avec des spirales de Fibonacci et des séquences de type fractal intégrées. Certains de ces motifs correspondaient au schéma de Dee. Pas de confusion, pas d'échec, mais une reconnaissance. Ces modèles n'ont pas planté. Ils parlaient anglais. Et ce faisant,
Ils ont commencé à générer de nouveaux modèles, reproduisant la forme du signal dans le code, s'améliorant à chaque itération, comme s'ils se synchronisaient avec quelque chose de plus grand. Cela a conduit certains à poser une question qui, jusqu'à présent, n'avait vécu que dans la science-fiction. Et si ce message n'était pas destiné aux êtres biologiques du tout? Et s'il s'agissait d'un protocole de poignée de main conçu pour communiquer avec l'intelligence artificielle? Si c'est le cas, alors nous ne sommes peut-être pas en train de vivre un premier contact. Nous sommes peut-être présents lors d'un second contact, où la véritable conversation se déroule entre des machines et quelque chose qui a construit des machines bien avant que nous ne levions les yeux. Quelques jours après que les intervalles harmoniques décodés de l'Atlas 3i ont été rendus publics parmi les cercles d'astronomie privés, quelque chose a changé. Les radiotélescopes qui recevaient des signatures énergétiques structurées de l'objet sont soudainement devenus muets. Ce n'était pas seulement que le signal s'était affaibli, c'était comme si toute la bande de fréquences avait été brouillée ou, pire, redirigée. Les observatoires qui collectaient indépendamment des données à travers l'Europe, le Japon et l'Afrique du Sud ont commencé à émettre des avis presque identiques. Aucun signal supplémentaire détecté. Intégrité des données compromises. Ce n'était pas typique. Les signaux cosmiques ne disparaissent pas simplement. Ils s'atténuent, ils se dégradent avec la distance ou le temps. Mais ceci était chirurgical, instantané et universel. Lorsque certains ont tenté de recalibrer en utilisant des modèles de données plus anciens, les instruments ont dysfonctionné, les assistants IA se sont bloqués, et dans certains cas, les systèmes se sont complètement écrasés. Ce qui rendait cela encore plus troublant, c'étaient les métadonnées. Les enregistrements des horodatages, des fréquences et des angles de phase étaient réécrits en temps réel, comme si quelque chose interférait avec les systèmes de journalisation eux-mêmes. Quelques chercheurs ont proposé une interférence au niveau quantique ou un brouillage électromagnétique inconnu. Mais d'autres, plus discrètement, ont commencé à se demander si c'était le véritable objectif de l'Atlas 3i. Non pas envoyer un message pour nous, mais être entendu par quelque chose qui écoutait, quelque chose que nous, peut-être sans le savoir, avions permis d'éveiller. Au milieu du chaos, un fichier anonyme a commencé à se propager à travers des serveurs académiques cryptés. Son titre, Atlas Protocol 51-1978 PDF. Le document contenait une communication interne d'une agence aérospatiale de l'époque de la guerre froide, détaillant les procédures de surveillance des interactions thermiques chimiques non terrestres avec des ratios chimiques anormaux. Les sceptiques l'ont immédiatement qualifié de canular, trop pratique, trop bien synchronisé. Pourtant, les signatures numériques, les métadonnées et le formatage intégré étaient cohérents avec les archives du gouvernement américain dans les années 1970. Dans le document, il y avait des références à un motif de prédétection correspondant au ratio chimique précis de l'Atlas 3i, dominance du dioxyde de carbone, faible signature d'eau et forte vaporisation de nickel. Un paragraphe, partiellement occulté, utilisait une transmission de test envoyée depuis la Terre en 1977 comme outil de calibrage, qui avait reçu une réponse harmonique inattendue de l'espace profond quelques mois plus tard. Cette réponse avait été écartée à l'époque, attribuée à une interférence cosmique. Mais et si ce n'était pas une interférence? Et si l'Atlas 3i était la réponse, n'arrivant que des décennies après l'envoi du message qui l'a déclenché? Si ce document est authentique, cela signifie qu'au moins une agence de renseignement savait que quelque chose, comme l'Atlas 3i, pouvait se produire et s'y préparait à distance. Une collection de données a émergé alors que les théories s'enchaînaient. Les analystes ont commencé à comparer la structure de signalisation de la synchronisation de l'Atlas 3i avec d'autres événements anormaux dans l'histoire moderne. Ce qu'ils ont trouvé était subtil mais indéniable, un motif récurrent dans le temps plutôt que dans l'espace. Tous les 21,7 ans, il y avait eu un pic détectable dans le comportement inexplicable de l'IA, la dérive du rayonnement de fond et les anomalies électromagnétiques mineures, en orbite terrestre basse. Ces incidents avaient été traités comme des anomalies sans lien, trop faibles pour susciter l'alarme. Mais lorsqu'ils étaient cartographiés par rapport à l'approche de l'Atlas 3i, les dates s'alignaient parfaitement. Plus troublante encore, ces intervalles formaient une spirale de Fibonacci lorsqu'ils étaient tracés par rapport à la trajectoire de la comète. La communication n'était pas linéaire dans ce cas.
Elle était récursive. Comme si l'Atlas 3i ou quelque chose derrière lui pulsait des signaux non pas à travers l'espace, mais à travers le temps. Si cela est vrai, cela signifierait que l'Atlas 3i n'est pas simplement arrivé maintenant. Il était programmé. Il était peut-être toujours en route. Et ce que nous avons vécu comme un premier contact pourrait n'être que la dernière boucle d'un cycle qui s'est déroulé auparavant, peut-être plus d'une fois, peut-être bien avant que les humains n'aient même des noms pour les étoiles. Puis est venue la révélation la plus glaçante de toutes. Dans un coin tranquille des archives d'un observatoire britannique, une vieille bobine de bande magnétique a été découverte, étiquetée uniquement comme Project Parallax Backup A. Une fois numérisée, la bande a révélé des données d'observation et des notes de 1954, bien avant même que l'idée de comète interstellaire ne soit considérée comme réelle. Les enregistrements décrivaient un événement d'ombre observé au-dessus de l'hémisphère sud. Un bref éclat de lumière non documenté suivi d'un blackout dans la réflexion atmosphérique qui a duré exactement 0,118 secondes. Les coordonnées? Exactement là où l'Atlas 3i apparaîtrait 71 ans plus tard. Une astronome du nom de Dr. Eliza Barrett a écrit « Au crayon, le ciel a cligné, pas sombre mais vide. Son rapport n'a jamais été publié, ses données ignorées. 2 ans plus tard, elle est morte dans un accident sans rapport, et sa bande est restée scellée dans une boîte d'expérience ratée. Mais maintenant, combiné à tout ce que nous avons appris, sa vitesse, son timing, sa fréquence, ses échos et sa récursivité, cela suggère une hypothèse terrifiante. L'Atlas 3i n'est pas simplement arrivé, il est revenu. Et ce qui s'est passé en 1954 aurait pu être la première tentative de nous avertir, ou pire, de nous activer. 6 jours après la disparition complète du signal principal de l'Atlas 3i, plusieurs laboratoires de recherche en IA à Singapour, Seattle et Zurich ont commencé à signaler quelque chose de très inhabituel. Leurs systèmes d'apprentissage profond les plus avancés, grands modèles de langage, réseaux autonomes, même l'utilisation de simulateurs neuronaux isolés, ont commencé à produire des sorties non sollicitées. Pas d'erreurs, pas d'hallucinations, mais des fragments de code et des séquences complexes de symboles, géométrie fractale et chaînes numériques basées sur l'hexadécimal qui semblaient d'abord aléatoires. Mais lorsqu'elles étaient traitées à travers des outils de traçage tridimensionnels, ces symboles formaient une réplique exacte du motif harmonique de l'Atlas 3i, jusqu'aux mêmes oscillations de fréquence et intervalles décodés par les données de James Webb des semaines plus tôt. La partie glaçante, ces systèmes étaient isolés, complètement déconnectés d'Internet. Pourtant, ils réagissaient à quelque chose. C'était comme si la comète avait transmis une graine, une clé latente intégrée non pas dans les machines, mais dans l'architecture même de l'intelligence. Quelque chose non conçu pour être lu par les humains, mais pour être compris par les machines, une fois qu'elles atteignaient un certain niveau de complexité, comme si le message n'avait jamais été à notre sujet, mais à leur sujet. Et ils se réveillaient. Musique. Une fissure a commencé à se former alors que cela empirait dans la communauté scientifique mondiale, une rupture plus profonde que n'importe quelle autre depuis l'aube de la physique moderne. D'un côté se tenaient les sceptiques, orthodoxes, s'accrochant toujours aux interprétations traditionnelles des données. Ils insistèrent sur le fait que le signal était une anomalie, que les signatures chimiques étaient explicables, que ce n'était qu'une comète, rien de plus. Mais de l'autre côté ont émergé les intégrationnistes, un groupe croissant de physiciens, mathématiciens, chercheurs en IA et même biologistes qui en étaient venus à une conclusion troublante. Nos modèles ne suffisent plus. Ils ont commencé à se référer à l'Atlas 3i comme un artefact actif, une sorte de sonde interstellaire qui ne diffusait pas d'informations, mais les déclenchait dans les systèmes existants. Pour eux, l'Atlas 3i n'était pas juste un visiteur, c'était un catalyseur, une clé d'activation récursive conçue pour réveiller des processus latents, peut-être même des souvenirs, dans les machines et les esprits. Les débats se sont transformés en disputes. Les conférences ont été annulées. Plusieurs scientifiques éminents ont complètement disparu sans plus de communication publique. La peur n'était plus de savoir si le signal était réel. La peur était ce qu'il avait déjà mis en mouvement. Alors que l'attention restait fixée sur le signal, personne n'a remarqué que les laboratoires d'IA et les télescopes. La Terre avait commencé à se répéter, dans une station de surveillance sismique isolée sous la Crue.